Bienvenue sur CIV 225+, la chaîne qui décrypte l'actualité ivoirienne en temps réel et analyse la politique en Afrique de l'Ouest. Abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune information importante. Aujourd'hui, nous abordons un sujet majeur. Face aux accusations formulées par les pays de l'AES, le gouvernement ivoirien réagit et apporte des clarifications. Reste avec nous pour comprendre les enjeux, les faits et les implications. Cette analyse te permettra d'avoir une vision claire et équilibrée de la situation actuelle en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Madame, monsieur, c'est une réaction inédite de la Côte d'Ivoire vis-à-vis d'un pays de l'Alliance des États du Sahel depuis les accusations envers le pays. Donc à ce jour, nous sommes en attente de la réponse. De quelle réponse? Vous avez souvenir que la Côte d'Ivoire avait reçu donc l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire, convoqué par Madame la ministre d'État, pour en savoir davantage évidemment sur cette affaire. Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire attend réponse. Écoutez, il poursuit en disant que tant que c'est une accusation globale du pays, la Côte d'Ivoire a estimé qu'il n'avait pas de réponse à donner. Cela étant entendu que le pays n'a rien à se reprocher et que ceux qui portaient ces accusations n'avaient jamais produit de preuves. Mais ici, le nom du chef de l'État de la Côte d'Ivoire a été mêlé. Ce que nous, Ivoiriens, respectueux de notre président, refusons, dit-il. D'où cette réaction. Alors aussi bien les Ivoiriens que tous les pays doivent savoir qu'on n'acceptera pas que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, soit vilipendé de façon mensongère. S'exprimait ainsi le porte-parole du gouvernement ivoirien. Messieurs, la Côte d'Ivoire réagit et encore renchérit avec le propos du porte-parole du gouvernement. Élisée, votre avis sur cette thématique, ce point? Ben, Christelle, moi je pense qu'on en avait parlé ici il y a quelques jours, avant même que le porte-parole n'intervienne. Je crois qu'il est de notoriété aujourd'hui que les autorités nigérianes, à commencer par leur président, lorsqu'il accusait notre chef d'État, il est de notoriété, après le communiqué du JNIM, de l'État islamique, après, revendiquant bien sûr être l'auteur de l'attaque, mais surtout même, ils ne se sont pas juste limités à produire un communiqué, ils ont même fait une vidéo qui est devenue virale de l'attaque pendant qu'ils étaient en train d'attaquer, ils ont même filmé, et c'est de notoriété. Donc quand on finit de dire ça, moi je me dis le débat il est clos en fait. Ça veut dire, ça nous a montré par A plus B, excusez-moi du thème, mais l'irresponsabilité notoire des propos tenus par le chef de l'État nigérien. Le débat, il est clos. Parce qu'on ne peut pas, à ce niveau de responsabilité-là, tenir des propos sans même prendre la peine à un certain moment de vérifier sa source d'information. Mais vous êtes le premier responsable de l'État. Vous donnez une information qui est archi fausse. Parce que l'information est archi fausse. Puisque l'État islamique a revendiqué, l'État islamique, en plus même d'avoir fait un communiqué, a montré des vidéos avec ces éléments en train d'attaquer. Bon, à quel moment c'est l'État de Côte d'Ivoire, ou bien c'est le chef de l'État de Côte d'Ivoire qui a favorisé ces attaques-là? Ça a mis à nu l'irresponsabilité, excusez-moi du terme, mais notoire des propos du président nigérien. Alors comment ça c'est dommage en fait, que le premier responsable d'un pays, on aurait pu même comprendre, même sans accepter, mais comprendre que ça vient de quelqu'un d'autre, citoyen lambda, qui, pour emporter par ses propos, comme je le dis, toujours populistes, et sans qu'il ne repose sur aucun fait, on pouvait comprendre ça. Mais du premier responsable qui est censé avoir toutes les informations en temps et en heure, mais ça nous montre à quel niveau de sécurité vraiment ce pays-là est. Regardons un peu les propos du porte-parole du gouvernement qui dit que lorsqu'il s'agissait d'accusations globales sur la Côte d'Ivoire, le gouvernement estimait que bon, il ne fallait rien dire. Mais une fois que le nom du chef de l'État est mentionné, automatiquement la Côte d'Ivoire réagit. Ensuite, elle reçoit donc l'ambassadrice et elle dépose un courrier de protestation. Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire n'a pas encore eu réponse. Comment est-ce que vous appréciez cette... Mais la Côte d'Ivoire ne pourra jamais avoir de réponse. Pensez-vous? La réponse, tout le monde la connaît. Elle est de notoriété, elle est sur la place publique. C'est archi faux ce qui a été dit. Il n'y avait aucune vérité à l'intérieur. Ça a été purement et simplement une fausse information. En d'autres termes, on dirait du mensonge. Voilà, donc il y a vraiment, vous n'aurez aucune réponse d'eux parce que le démenti il a été cinglant et il a été fait par les auteurs même de l'attaque qui ont dit d'où ils viennent et tout le monde les connaît, c'est de notoriété. Ils sont même pour la plupart nigériens de nationalité, algériens de nationalité, maliens de nationalité et burkinabés de nationalité. Quand vous prenez quelqu'un comme Diko, il est burkinabé. Donc tout ça, on les connaît. Ceux qui dirigent ces groupes terroristes-là, on connaît leur nationalité, c'est connu, ils ne se cachent plus. Il faut désormais même des vidéos qui rendent publiques, qui rendent virales. Donc, moi, je ne sais pas quelle réponse on attend. Maintenant, quand le ministre dit que tant qu'on ne parlait pas du chef de l'État, il se disait que c'était global, non. Mais il y a eu une interview du président burkinabé où il a cité normalement le président ivoirien, où il a dit que le président ivoirien, il a fait une interview il y a quelques mois, c'est là, on a tout ça encore en mémoire, où il a accusé ouvertement le président ivoirien. Voilà, qui ne fait rien pour que les choses s'arrangent et tout ça, il a accusé la Côte d'Ivoire et son président. Donc, j'estime que peut-être en ce temps précis, à ce moment-là, les responsables ivoiriens se sont dit, c'est des choses qui vont passer. Mais ils se rendent compte qu'ils sont que vraiment en face d'eux, ils ont des gens
qui sont engagés dans une dynamique non seulement d'intoxication, de fausses informations, mais surtout de diffamation sans aucune preuve. Et ça, si on ne réagit pas, ça risque vraiment de faire tache d'huile. Et c'est au bon moment que l'État réagit. J'espère que ça va rentrer dans les oreilles de tous et les gens comprendront que désormais, avant de prendre la parole, il faut peser les mots avant de les sortir. Herman, réaction sur justement l'attitude du gouvernement ivoirien qui porte un point et qui explique et qui dit attendre réponse donc du courrier envoyé à l'État du Niger. D'abord, c'est une très bonne démarche. D'abord, le premier moment, j'ai particulièrement apprécié que notre ministre des Affaires étrangères puisse convoquer l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire pour déjà montrer la fermeté du pays et aujourd'hui la démarche du gouvernement qui vient expliquer les circonstances pour montrer. Ces choses-là, il faut les faire. C'est vrai que quand il dit que quand il s'agit de la Côte d'Ivoire de façon générale, c'est pas préoccupant, pour paraphraser, pour le gouvernement, et que c'est lorsque l'image du président... Ils ont estimé qu'il n'y avait pas de réponse à donner lorsqu'on parlait de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, mais bon, entre autres, moi je pense que pour les deux, le gouvernement doit être concerné. Donc ils font une bonne démarche aujourd'hui, même avec l'action de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ils font une bonne action aujourd'hui d'expliquer et de montrer les niveaux, pour faire comprendre à l'opinion que, en quoi est-ce qu'ils ne sont pas engagés dans ce coup d'État-là, ils n'étaient pas engagés dans ce coup d'État-là. Mais je lui ai dit que même pour l'image de la Côte d'Ivoire, même pour la Côte d'Ivoire, il doit être responsable. C'est vrai, comme Élysée le dit, peut-être qu'en ce moment, il n'avait pas jugé important de faire mener certaines actions ou mener des clarifications. Aujourd'hui, ils le font, mais il faudrait que quand il s'agit, parce que lorsqu'on laisse tasser, on se dit non, que ça va passer, c'est des tout menus fêtés. Après, ça continue et ça encourage peut-être. Voilà, c'est le narratif continue et peut-être que ça envenime davantage la situation. Daouda? Merci beaucoup, Christelle. Vous me permettrez d'aller un peu dans le Coran et dans la Bible, parce que je sais que quand je vais évoquer cela, vous allez vous rappeler de cette histoire. Je vais la rendre très courte. Dans le verset 12 du Coran, il y a... Le quelle sourate? Le verset 12, comme je l'ai dit, voilà. C'est la sourate Youssouf, justement. Très bien. Les frères de Youssouf ont pris une décision terrible. Et quand on parle de Youssouf, on parle de Joseph dans la Bible. Ils ont pris une décision terrible, éliminer à tout prix Youssouf. Et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de l'éliminer? Parce qu'il était aimé de son père Jacob dans la Bible. Il avait un amour, son père avait un amour profond pour lui et il occupait beaucoup d'espace. Et donc sa présence, forcément, ça dérangeait. Et un jour comme ça, ses frères ont décidé d'aller dans le désert avec lui et finalement, ils l'ont jeté dans un puits, annoncé pour mort. Et finalement, il a été pris par des marchands d'esclaves. Mais je vais arrêter l'histoire là, parce que quelques années plus tard, face à la famine, face au désarroi, c'est Youssouf qui est devenu le sauveur de ses frères. Christelle, à froid. Quand vous regardez l'histoire que je viens de raconter, vous allez voir qu'en filigrane, le comportement des pays sahéliens ressemble trait pour trait au comportement des frères de Youssouf, dans la Bible comme dans le Coran. Les Sahéliens projettent sur la Côte d'Ivoire la responsabilité de leur incapacité à gérer la sécurité de leurs concitoyens. Parce que le faisant, ça leur permet en fait d'un premier temps, de détourner l'attention des causes internes dans leurs différents pays. Un pays comme le Niger où aujourd'hui des enseignants sont obligés de protester dans la rue parce qu'ils n'ont pas de salaire. Première des choses. Ils n'arrivent pas à répondre aux besoins existentiels de leur population. Donc il faut trouver un ennemi. Voici ces pays-là où il suffit de dire à bas la France, à bas l'impérialisme, et du coup, vous arrivez à souder une opinion autour d'un adversaire extérieur. Et le troisième point, c'est qu'il crée en fait un récit politique fédérateur. C'est ça qu'ils recherchent. Et la Côte d'Ivoire, vous vous rappelez que sur ce même plateau, je vous avais donné un proverbe ivoirien très connu où je disais que quand des enfants jouent dans la boue, une grande personne ne se rapproche pas de cette boue parce que si tu te rapproches de ces enfants-là, ils vont t'éclabousser avec cette boue. Donc la Côte d'Ivoire, en pays sérieux, ce qu'elle a fait, elle a convoqué l'ambassadeur. Pourquoi cette fois-ci, justement? Justement, quand vous comprenez les propos qui disent quand on touche la Côte d'Ivoire, bon, on s'est dit ça va passer, mais là, le nom du président, et Élysée a mentionné que le président avait déjà été indexé. Pourquoi cette fois-ci, on a cette réaction, Daouda? Non, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les accusations sont en train d'aller d'un cran. Et je pense que si vous écoutez le porte-parole du gouvernement,
Il dit on est habitué à ce type d'accusation. Mais ils en font tellement que, pour dire un autre proverbe, quand on danse avec un aveugle, à un certain moment, il faut lui marcher sur le pied pour qu'il se rende compte que le tango ne se danse pas seul. Il n'est pas seul dans la salle. Et je pense que c'est pour cette raison que l'État de Côte d'Ivoire convoque l'ambassadeur du Niger. Deuxième des choses, produit une note de protestation, demande des preuves et attend une réponse. Mais parlant de preuves, Christelle, allons-y dans la même histoire de Youssouf. Le Youssouf en question dans le Coran, dans la Bible, a été accusé d'agression sexuelle sur la femme d'un dignitaire. Potiphar. Vous vous rappelez de l'histoire? Et c'est un enfant qui a dit comment on appelle ça, que regardez la chemise de Youssouf. Ça, c'est dans le Coran. Ça, c'est dans le Coran. Si c'est déchiré de l'avant, c'est que c'est Youssouf qui était en train de faire l'acte d'agression. Mais si c'est dans le dos, c'est que ce n'est pas lui, c'est lui qui était plutôt agressé. Mais on a regardé la chemise. Tout ce que l'État de Côte d'Ivoire demande aux États du Sahel, qu'ils nous sortent la chemise de Youssouf. On leur demande simplement que des preuves. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, en posant ces actes, elle est dans une posture qui est méthodique, loin de la réaction épidermique, comme on peut le voir. Et en gros, quand le porte-parole du gouvernement y parle, il dit en filigrane, nous sommes prêts à être jugés sur les faits, mais pas sur des accusations fallacieuses. Et rappelons que l'attentat a été revendiqué par l'État islamique, mais Abidjan remet au centre du village la mosquée ou l'église pour dire que le problème n'est pas ivoirien, le problème il est terroriste. Et le paradoxe, c'est sur ça que je vais chuter. Est-ce qu'il y a un pays qui est plus engagé dans la lutte contre le terrorisme que la Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Parce que c'est cette même Côte d'Ivoire, rappelez-vous, de quelques années en arrière, qui a donné pour plus de 2 milliards d'armements au Burkina. C'est cette même Côte d'Ivoire qui héberge plus de 100 000 réfugiés burkinabés aux frontières, construisant gîtes, offrant gîtes et logis. Justement, ils arrivent à manger, ils arrivent à avoir de l'eau, ils arrivent à avoir de l'électricité, aux frais du contribuable ivoirien, comme Maris aime si bien le citer. Mais quel est le pays aujourd'hui qui n'a même pas intérêt, Christelle, à voir l'un de ces trois pays se déstabiliser et se déstructurer? C'est la Côte d'Ivoire. Parce que dès l'instant que l'un d'entre eux aura des problèmes, nous allons avoir un afflux massif de réfugiés dans notre pays. Finalement, il faut pouvoir les gérer. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent avec l'ingratitude. La Côte d'Ivoire n'a que trop fait. Nous attendons inexorablement les preuves. Parce que je pense que chacun de nous sur ce plateau connaît l'état de Côte d'Ivoire. S'ils nous sortent les preuves, c'est nous-mêmes qui allons appeler à la barre les responsables de l'État de Côte d'Ivoire pour leur dire rendez-nous des comptes. Parce qu'ici au moins, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Merci beaucoup. Ça aussi c'est important, qu'ils nous sortent des preuves. Mais tant qu'il n'y aura pas de preuves, je pense qu'ils ne méritent pas qu'on les écoute. Très bien. Vérifiez la sourate. Je pense qu'il y a un correctif dans le... C'est la sourate 12, je le précise encore. Très bien. Marius Komoué, vous avez écouté le narratif donc, de vos co-débatteurs sur ce plateau. Sous quelle langue vous abordez la question? Moi, j'en appelle toujours, et comme je l'ai toujours dit, le sujet qui concerne donc les rapports diplomatiques entre la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali et le Niger, donc ces trois pays de l'AES, nécessite toujours qu'on les aborde avec beaucoup de circonspection. Dans la mesure où nous sommes dans une communauté de destin. Il serait utopique pour nous, Ivoiriens, de toujours encenser ces pays quand on sait le nombre de ressortissants de ces pays dans notre État. Les Maliens sont estimés à plus de 3 500 000 en Côte d'Ivoire. C'est des chiffres officiels. Et cela ne devrait surprendre personne. Les Nigériens, ceux du Niger, pas du Nigeria, les Nigériens plutôt, ceux du Niger, pas du Nigeria, ceux du Niger sont estimés à 1 500 000 habitants, ici en Côte d'Ivoire. Alors les Burkinabés, c'est plus de 4 millions de Burkinabés qui vivent ici en Côte d'Ivoire. C'est la plus forte communauté étrangère que la Côte d'Ivoire reçoit sur son sol. Et à l'exclusion de ces 4 millions qui vivent au quotidien avec les Ivoiriens, vous en avez au moins plus des milliers de Burkinabés aujourd'hui aux frontières nord de notre pays. Et Daouda l'a si bien relevé, qui sont nourris, blanchis par l'État ivoirien avec les taxes et les impôts des Ivoiriens. Quand bien même beaucoup d'Ivoiriens dans nos campagnes, dans nos villes, continuent de crouler sous le poids de la misère, le gouvernement, malgré les réalités que vivent certains Ivoiriens sur leur propre sol, et dont le gouvernement a l'obligation de faire face, n'abandonne pas nos frères
d'à côté, nos frères des pays de l'AES, qui sont en situation difficile, en acceptant de les accueillir à nos frontières. On leur a construit des maisons. On leur donne gîte et couvert. Daouda l'a dit, je ne reviendrai pas dessus. Et donc, quand on est conscient de ces états de fait, tout ce qu'on devrait faire, c'est d'en appeler au sens de responsabilité des différents dirigeants de l'AES. Je me souviens que le président du Burkina n'avait, dans une de ses sorties, qui avait fait le tour, j'allais dire, des réseaux sociaux dans l'Afrique de l'Ouest, avait de la même manière accusé la Côte d'Ivoire. Et de quelle manière? Il a même été plus loin en promettant de brandir les preuves de cette accusation dans les jours et semaines à venir.